Et l'invité des matins, Jean-Noël Jeannet. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Jean-Noël Jeannet, faut-il rappeler, Concordance des temps sur France Culture, 15 ans. Oui, 15e saison, Oui. comme on dit pour les aux États-Unis. 15e saison Pour de les Concordance séries. des temps, rappelons-le, le samedi, une émission qui fait un tabac de 10h à 11h, mais enfin pas seulement le producteur de cette émission. Faut-il rappeler que vous êtes historien des médias entre autres, professeur d'université à Sciences Po, et puis ancien secrétaire d'État à la communication, ancien président de la BNF, la Bibliothèque nationale de France, et puis, faut-il rappeler aussi, ancien président de Radio France. Vous étiez... Mon plus beau titre. Oui, c'est ce que vous avez préféré dans votre vie, je crois. J'ai beaucoup aimé les autres, pour être franc, mais comme je suis ici, je vous affirme que j'aime beaucoup cette maison, et en plus, c'est vrai. Jean-Noël Jeannet, vous venez ce matin avec deux ouvrages, La Grande Guerre, si loin, si proche, réflexion sur un centenaire aux éditions du Seuil, et puis dans la collection Opus du Seuil, l'histoire, la liberté, l'action, un recueil de vos textes, de votre œuvre, sur notamment de divers sujets qui concernent la société, l'histoire, la relation de l'État avec notamment la question de la commémoration, enfin toutes sortes de considérations qui font de l'historien, cet historien si apprécié de notre public, qui constamment, au fond, essaie de comprendre et de savoir s'il y a ou non une concordance des temps. Alors, nous aimons ici nous poser souvent la question de savoir si comparaison n'est pas raison. Il faut bien dire que, donc, 2013, ça veut dire qu'il y a 100 ans, l'Europe s'apprêtait à entrer dans un conflit sanglant dont on sait qu'elle ne ressortira pas indemne, la guerre de 14-18, qui a façonné l'histoire du XXe siècle. Est-elle toujours dans toutes les mémoires? De quelle manière? Et au fond, fait-elle toujours réellement partie de notre identité nationale? Sans doute, nous direz-vous, mais de quelle manière encore? Et surtout, de quelle manière s'apprête-t-on à la célébrer? Et puis, nous avons envie de vous faire jouer le jeu, si j'ose dire, le triste jeu que vous menez régulièrement vous-même le samedi matin dans la concordance des temps ou dans la comparaison. Est-ce que, au fond, ce que nous vivons aujourd'hui, les relations internationales tendues autour du conflit syrien, est-ce qu'elles se font l'écho à la veille de ce conflit de 1913? Est-ce que la poudrière des Balkans s'est déplacée vers l'Est pour devenir ce qu'on appelle la poudrière du Proche-Orient? Et puis enfin, peut-être vraiment pour démarrer, est-ce qu'il y a des événements, évidemment, qu'on ne pourra pas prévoir, aussi absurdes qu'un changement de trajet pour l'archiduc, qui pourrait, là, changer le cours de l'histoire, notamment avec la Syrie? Oui, je vous laisse raconter l'anecdote. La question de la réflexion sur le hasard est fondamentale en histoire. Ce qui aurait pu ne pas arriver. Vous savez, le minuscule événement qui a de très grandes conséquences. Ce qui s'est passé à Sarajevo à la fin de juin 1914, en effet, est tout à fait topique à cet égard, puisque le prince héritier, François Ferdinand, était venu visiter cette ville, donc en Bosnie, pour affirmer la présence autrichienne. Il y avait des assassins potentiels venus de Serbie, qui ont d'abord lancé une bombe. Ils ont raté leur cible, blessé quelques officiers qui ont été transportés à l'hôpital. Et après avoir fait un certain nombre de gestes symboliques à l'hôtel de ville, le prince héritier a dit qu'il allait les voir à l'hôpital. Et on a donné ordre au chauffeur de la voiture de passer autour de Sarajevo pour ne rien risquer. Celui-ci s'est trompé, est passé dans une rue intérieure. Ouais. Et puis tout à coup, avec horreur, il s'est dit que cette erreur risquait d'être punie. Donc il a dit: arrêtez tout, on va reprendre en arrière la route précédemment prévue. Et donc le cortège s'est arrêté de ce fait. Et Principe, l'assassin, stupéfait, a vu sa cible devant lui. Deuxième chance, il a tiré sur le prince et sur sa femme. Et c'est ainsi qu'a commencé la Première Guerre mondiale. Vous écrivez au début d'août. Au début d'août s'engagea ainsi le conflit le plus sanglant qu'ait connu l'histoire jusqu'alors, sans qu'aucun des belligérants, malgré ce que beaucoup de gens crurent de bonne foi et s'efforcèrent de propager, et que l'on croit, je rajoute sans doute encore beaucoup, n'ait probablement souhaité qu'il survînt. Personne ne la voulait, cette guerre de 14. Daniel Salave évoquait tout à l'heure Voltaire, à propos des religions qui mettent le feu au monde. Il a eu aussi cette expression, Sa Majesté le hasard. Sa Majesté le hasard. Alors, il y a évidemment deux écoles. Ceux qui pensent que, de toute façon, le système européen en place était tellement périlleux, une sorte de baril de poudre, qui aurait forcément une mèche à un moment donné qui se serait allumée, et par conséquent que la guerre aurait eu lieu. Et puis d'autres qui disent, comme mon maître Pierre Renouvin, vous savez, le grand historien de la guerre de 14, qui disent, vous savez, une guerre repoussée peut être une guerre évitée.
Donc c'est toute la question de l'enchaînement des événements qu'on n'a pas souhaité. J'y réfléchis longuement dans la préface du gros volume, parce que je crois que cette question du hasard est fondamentale. Il faut que l'action de l'homme, que ce soit l'homme d'État ou le citoyen, se situe quelque part entre la conviction que tout est écrit d'avance, ce qui est au fond un peu la conviction des religions révélées, disons Bossuet, ou bien encore certains marxistes un peu sommaires. De toute façon, le monde va vers la fin du capitalisme. Vous réglez son compte à cette version-là. Oui, et puis la guerre de 14 serait une guerre des riches contre les pauvres, un premier effet d'une crise, on va dire, du productivisme. Vous dites non, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Je ne pense pas que tout était écrit du tout. Mais en même temps, il faut aussi dénoncer, pour fendre, à mon avis, l'autre doctrine qui serait de dire tout est hasard, parce qu'à ce moment-là, rien n'a d'importance et l'action de l'homme devient dérisoire. C'est entre les deux qu'il faut réfléchir, et puisque vous souhaitez une comparaison avec notre présent, cher Marc Voinchet, il est vrai que pour n'être pas désespéré quant à la capacité d'éviter le pire, il faut, je crois, se convaincre, et en plus c'est vrai, se convaincre qu'il est possible d'agir entre certaines fatalités d'un côté et certains hasards dérisoires de l'autre. Alors cela dit, on a vu notamment avec la crise financière, et notamment, on fête là aussi d'ailleurs un anniversaire après tout, puisqu'on pourrait faire, si on se met au fond à adresser un éphéméride des dates, là c'était il y a 5 ans, pile à 2 jours près, que Lehman Brothers aux États-Unis s'effondraient, causant la crise que l'on sait, que l'on a vue d'abord de loin, et puis qui ensuite, au fond, s'est répandue à toucher tout le monde. Et puis là, on a vu les analyses dire, ben voilà, ça y est, cette grosse crise rappelle la crise de 29 qui a conduit le monde tout droit à la Seconde Guerre mondiale. Il y a un instant, vous parliez du mécano infernal de l'Europe de 1913. On pourrait parler du mécano infernal de l'Europe, au fond, de 2013. Et se dire, à moins qu'un taxi se trompe de route en conduisant Lavrov ou Poutine ou Obama à son lieu de dîner ce soir, que l'on risque tout de même, là aussi, une sorte de guerre, même si, visiblement, les forces diplomatiques tentent de la repousser. Il y a évidemment des différences formidables. Si vous me faites réfléchir à la concordance des temps potentiels entre 1913 et aujourd'hui, il y a l'armement nucléaire qui vient donner des équilibres tout à fait inédits. Il y a la rapidité des communications, il y a la professionnalisation des armées, il y a aussi la connaissance de l'horreur antérieure qui rend encore plus prudent. Mais en même temps, évidemment, on peut toujours trouver quelques ressemblances qui sont aussi des sujets de réflexion et potentiellement d'inquiétude. La guerre de 14, au fond, c'est une guerre qui est la dernière du 19e et la première du 20e. La dernière du 19e parce que c'est la dernière qui est issue du système de 1815, c'est-à-dire l'idée de ce qu'on appelait le concert des nations, qu'on appellerait aujourd'hui peut-être la communauté internationale, des États qui, sans très grande différence de nature, sont ensemble en train d'élaborer un système compliqué, émouvant d'alliance. Et à un moment donné, tout ça se fige dans un tête-à-tête et la machine infernale est en place en 1914. Et à cet égard, on retrouve la part de hasard et on retrouve un élément important qui est le défaut d'anticipation. Comme toujours, et cela frappe un certain nombre d'observateurs, Hubert Védrine en parlait tout à l'heure, la difficulté aujourd'hui de réfléchir comme aux échecs au deuxième ou au troisième coup. Il faut essayer de savoir ce qui a puissamment manqué en 1914, ce que l'autre va faire. Par exemple, le coup d'après. Par exemple, l'Allemagne s'est persuadée que l'Angleterre n'entrerait pas dans la guerre, aux côtés de la France. C'était une entente avec la France, elle n'était pas une alliance. On a donc envahi la Belgique, les Allemands ont envahi la Belgique, ils n'ont pas prévu que les Anglais entreraient. Il est possible que s'ils l'avaient prévu, ils n'auraient pas pensé qu'il fallait se laisser entraîner, après toutes ces circonvolutions de la machine infernale, à envahir la Belgique. Voilà un exemple qui s'ajoute à la question du hasard. Et en même temps, cette grande guerre est devenue, à mesure qu'elle durait, une guerre idéologique, à cause de la révolution bolchevique, à cause de l'émergence des nationalités qui ont pris, avec l'arrivée des Américains dans la guerre, une importance nouvelle et qui avaient été écrasés par le système de Metternich, le système de 1815. Et on entre dans l'après-guerre, on entre dans le XXe siècle. Et à cet égard aussi, il y a peut-être des ressemblances. Si on dit que la montée des idéologies serait peut-être aujourd'hui l'émergence des religions, qui, comme il y a très longtemps, redeviennent des facteurs puissants qui mettent le feu au monde, disait donc Voltaire, j'ai entendu Daniel Salave tout à l'heure, qui deviennent des très très puissants ressorts nouveaux, alors que
il ne comptait guère au XIXe siècle. Donc à cet égard, vous voyez qu'il y a des éléments qui peuvent en effet se retrouver comme jadis. Mais j'insiste beaucoup sur l'utilité de savoir ce que l'autre va faire. Alors, de savoir ce que l'autre va faire, et est-ce que, vous le disiez, qu'on n'anticipait pas ou qu'on ne tirait pas nécessairement des leçons de l'histoire passée, ou des horreurs ou des massacres, après tout, ils se répètent, on le voit bien. Alors, dans ces cas-là, à quoi servent les commémorations ? Les commémorations, elles servent à réfléchir précisément à ces enchaînements et à dessiner dans chaque conjoncture qui se dessine à la rencontre de différents rythmes, dessiner dans chaque conjoncture ce qu'est la liberté de l'homme, et en l'occurrence, on peut le penser, la liberté du citoyen et de l'homme d'État pour tâcher de servir la paix plutôt que de laisser la guerre arriver. Il y a un autre aspect, si mais vous elles ne permettez. conjurent rien. Qui ? Les commémorations. Ah non, je ne crois pas qu'elles conjurent, mais elles peuvent permettre plus de lucidité. Parce que sinon, c'est simplement une espèce de nostalgie, d'émotion rétrospective. Mais un dernier élément mérite, je crois, qu'on le considère, c'est l'aspect étrangement symbolique pris par certaines armes. Il y a eu avant 1914 des congrès de la paix, 2 congrès de la paix à La Haye, et tout à coup, les diplomates se sont obsédés sur les balles Doum-Doum, qui étaient des balles qui étaient supposées éclater dans le corps et qui, par conséquent, seraient particulièrement affreuses. Donc, ils ont interdit l'usage des balles Doum-Doum. Et puis, ensuite, il y a eu aussi l'interdiction des gaz. Vous savez, l'Hypérite, du nom de cette bataille d'Ypres au nord-ouest de la France. Il y a donc tout à coup des sortes de cristallisation sur des armes particulières. C'est ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, même si c'est affreux. En Syrie, la barbarie des autres armes et celle-ci, on peut dire peut-être qu'elle n'est pas loin d'être égale. Vous avez remarqué que Barack Obama, il y a 2 jours, dans son grand discours à la nation, a justement fait référence au gaz de 1914-1918, en rappelant, il a rappelé également l'horreur des chambres à gaz de la Seconde Guerre mondiale, mais il a rappelé, pour justifier l'indignation et la colère américaine devant l'utilisation des gaz chimiques le 21 août par Bachar el-Assad, il a justifié en disant, on se souvient que nos soldats américains sont morts, gazés, pendant la guerre de 14-18. Donc, c'est parce qu'il écoute chaque samedi Concordance des temps. Alors, la question de la commémoration, pour y revenir, puisqu'il va y avoir des célébrations diverses et variées pour commémorer... Alors, commémorer d'ailleurs, quel est le mot ? Commémorer ? Célébrer ? 1914 ? Écoutez, vous n'allez pas célébrer l'émergence de ce cataclysme effroyable, de cette barbarie absolue, et d'une certaine façon absurde aux yeux de nos contemporains. Le Haut Comité des célébrations nationales, qui est actuellement présidé par Daniel Salnave, c'est pendant longtemps... qui est devant moi, c'est pendant longtemps appelé au comité des célébrations nationales. Célébrations nationales, donc, ce qui paraissait assez étrange, par exemple, quand il s'agissait de la révocation de l'édit de Nantes ou la Saint-Barthélemy. Alors, on a changé enfin le titre en commémoration. Nous avons, en 1989, célébrer la Révolution française. J'ai même le souvenir d'en avoir été le responsable. Vous avez été le responsable de ce... Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été entraîné à faire ce petit livre. Et je crois qu'on pouvait célébrer la Révolution française en insistant sur tous ces aspects lumineux, alors que célébrer 1914, ce serait absurde. Donc, effectivement, il faut dire commémorer, et le mot est tout à fait adéquat. Commémorer 1914, c'est une sorte de commémoration à l'envers de 1789 ? Oui, il est intéressant de rapprocher ces 2 commémorations. Au fond, la Révolution française, c'est le moment d'une rupture dans le corps social qui va se perpétuer jusqu'au cœur du XXe siècle. Et même, vous dites qu'elle n'est pas finie. J'ai ressenti même pour le bicentenaire, même si progressivement, disons, les forces de la contre-révolution ou de la droite ont rejoint le principe des Lumières à mesure que les générations se succédaient. Rupture, donc, avec progressivement évolution vers une certaine unité. Et puis, de l'autre côté, le seul moment depuis 2 siècles où il y a eu l'union sacrée, où l'entièreté de la nation s'est retrouvée, du fait de la guerre qui éclatait, sur les mêmes positions. S'est trouvé uni. Le gouvernement de 1914 a été à cet égard symbolique. L'union sacrée, le mot est de Poincaré. En revanche, à mesure que le temps a passé, et dès 1917, il est clair qu'un certain nombre de citoyens, d'acteurs, de mouvements se sont progressivement détachés
de l'idée qu'il fallait que la nation entière continue à se battre ensemble. Et au fond, avec l'arrivée des pacifistes, avec le souvenir de l'horreur, c'est après coup que la mémoire de la guerre de 14 a installé des clivages. Vous voyez une très grande différence. Mais on peut dire, me semble-t-il, qu'aujourd'hui, après 100 ans, autour de 1914-1918, sur des bases tout à fait différentes, dont nous pourrons éventuellement parler, un certain accord peut se faire. Mais il reste évidemment la trace des très grandes différences qui ont pu progressivement survenir dans la mémoire de la guerre de 14-18, de la Grande Guerre. Le titre mérite d'être conservé. Et ces divergences, évidemment, vont poser des questions nouvelles à ceux qui seront chargés de la commémoration. 8h17, l'heure de retrouver la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc, bonjour Jean-Noël Jeannet, bonjour Daniel Zalnave et bonjour chers auditeurs. Avons-nous raison, je le demandais, de célébrer cette boucherie, en tout cas de la commémorer? L'Europe se remettra-t-elle jamais de la guerre de 14-18? Cette boucherie trace dans notre histoire une césure, c'est véritablement une cicatrice rouge, pour emprunter à l'historienne Annette Becker, cette métaphore qu'elle utilise pour désigner le passage de la guerre à travers la France à l'automne 14. D'abord parce que, comme vous l'écrivez, Jean-Noël Jeannet, elle avait débuté comme un conflit classique et qu'elle s'est achevée comme une guerre idéologique. Or, lorsqu'un État combat pour des territoires, il peut accepter négociations, compromis. Lorsqu'un peuple combat au nom d'une foi, d'une certaine idée du salut, il ne peut envisager que l'anéantissement de l'adversaire. Les guerres des princes étaient limitées, les affrontements entre peuples entiers sont totales. Elles mettent aux prises des capacités de travail. À ce titre, ce fut la première guerre totale. Elle brouille les limites entre civils et militaires. Elle enrôle les femmes appelées à remplacer leurs compagnons à l'usine comme au champ. Elle pratique la mobilisation totale. Elie Halevi, historien du socialisme, relevait dans une conférence fameuse prononcée à Oxford en 1929, je cite, « Une certaine dose de socialisme a pénétré la politique de toutes les nations belligérantes. Partout, les gouvernements éprouvèrent le besoin de contrôler l'ensemble des moyens de communication et de transport, le commerce d'importation et d'exportation, les mines et toutes les branches de la production qui étaient nécessaires à l'alimentation, à l'équipement et à l'armement des troupes. » Fin de citation. Le contrôle de l'économie par l'État ouvrait la voie à l'État totalitaire et la militarisation de temps de guerre à celle de la militarisation de temps de paix. Ensuite, parce que ce fut la première guerre technologique. Comme l'avait bien compris Ernst Jünger, elle transforme le soldat en travailleur. Une spécialisation poussée assigne chaque combattant à une certaine tâche, mais par là même, il est amené à se sentir un simple rouage d'une gigantesque machine et en tant que tel anonyme et remplaçable. La guerre est comme souvent l'occasion de mettre au point de nouvelles technologies ou du moins d'en perfectionner l'usage. Les communications sont devenues cruciales, on pose des lignes de téléphone dans les tranchées, les Allemands perfectionnent le sous-marin pour attaquer les bâtiments des neutres. La mitrailleuse, déjà connue et utilisée depuis la guerre de sécession américaine, est produite à un rythme de plus en plus intensif des deux côtés. Les chars, ces éléphants de combat de la bataille technique, comme écrit Jünger, font leur apparition. Les avions de combat commencent aussi à larguer des bombes, sans parler bien sûr des gaz de combat. Mais surtout, le combat comme expérience intérieure, pour reprendre le titre d'un essai d'Ernst Jünger, devait modifier en profondeur la conscience européenne. Des millions d'hommes éprouvèrent, je cite cette phrase prémonitoire de Kierkegaard, « ce plaisir démoniaque qui consiste à se perdre soi-même pour se dissoudre dans une puissance plus haute où quand on est hors de soi, on sait à peine ce que l'on fait tandis que le sang coule plus vite. » Écoutez Jünger évoquer dans Orage d'acier, je cite, « une existence survoltée, au bord de l'abîme, décrire le sentiment d'avoir atteint les limites de la perception rationnelle. » Encore une citation. « La formidable concentration de force à l'heure fatidique où s'engageait la lutte pour un avenir lointain et le déchaînement qui l'a suivi de façon si surprenante, si stupéfiante, m'avait conduit pour la première fois jusqu'aux abîmes de forces impersonnelles, supérieures à l'individu. C'était une initiation qui n'ouvrait pas seulement les repères brûlants de l'épouvante, mais menait au-delà d'eux. » Alors, les inflexibles militants des idéologies totalitaires furent souvent, on le sait, d'anciens combattants, incapables de se réacclimater aux banales exigences de la vie civile. Ne préparaient-ils pas ainsi la Seconde Guerre mondiale? Et sommes-nous bien sûrs d'avoir repris le cours de notre histoire, comme si 1445 n'avait été qu'une parenthèse en Europe et aujourd'hui refermée? La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Jean-Noël Jeannet. Oui. Vous souhaitez que je commente ce propos?
Il me paraît très riche, et en particulier parce que vous êtes inspiré par une évolution de l'historiographie et donc du regard que nous jetons sur ce conflit épouvantable. Quand j'étais étudiant à la Sorbonne, il y a déjà quelque temps, on racontait la guerre avec des drapeaux, on nous parlait des mouvements des troupes, éventuellement des négociations. Depuis quelques décennies, on s'est beaucoup plus intéressé, comme votre chronique le marquait, aux émotions collectives, au deuil, à la souffrance, à ce qui marque, au fond, au fer rouge, les familles. Et c'est d'ailleurs un des éléments, me semble-t-il, de la commémoration, ce fait qu'il n'est guère de foyers français, sauf naturellement les étrangers naturalisés qui sont venus enrichir la nation depuis lors. Mais parmi les Français qui vivaient à ce moment-là sur le territoire, il n'en est guère qui n'est pas, à l'intérieur de leur famille, garder la trace brûlante de ce qui s'est passé. Mais dans les mentalités collectives, dans la morale européenne, est-ce qu'il n'y a pas une trace au fer rouge et est-ce qu'on est vraiment sûr d'être sorti ? Est-ce qu'on a retrouvé le cours de notre histoire antérieure ? Est-ce qu'on est revenu en 1913 et que tout ce passé a basculé dans l'oubli et que par bonheur a pris le cours de l'histoire européenne ? C'est ça le sens de... Oui, je comprends. En fait, pour répondre, il me semble qu'il faut partir d'une réflexion sur la différence entre les années 20 et les années 1950. Dans les années 20, on est surpris de voir le nombre d'idées qui annoncent, qui préfigurent ce qui sera réalisé après la Seconde Guerre mondiale, notamment pour la construction européenne. Beaucoup, jusqu'à l'idée d'une monnaie commune. Simplement, ça n'a pas marché. Je crois que ça n'a pas marché parce que les Allemands, à ce moment-là, ont continué de penser qu'ils n'avaient pas vraiment été vaincus. Ils n'ont pas eu à l'intérieur de leur territoire la marque et la souffrance épouvantable que les Français ont connue. Donc on a pu leur dire, comme un président allemand interpellant les soldats qui revenaient, vous qui rentrez invaincus du champ de bataille, la mythologie du coup de poignard dans le dos. Donc en dehors de la crise, qui était un élément puissant effectivement de déséquilibre, en dehors même de la grande crise, il y avait la potentialité du rejet nationaliste de l'idée de la défaite qu'a incarné épouvantablement Hitler. En 1945, vous voyez comme c'est différent. La France, certes, peut affirmer qu'elle a été victorieuse. C'est le génie de la geste gaulienne. Vous vous rappelez le maréchal allemand disant aux Français « Quoi, les Français aussi ?» Bien, on l'a pu le croire, mais en réalité, dans la profondeur du pays, la défaite de 1940 restait un traumatisme épouvantable. Et comme de leur côté, les Allemands ne pouvaient en rien, évidemment, nier qu'ils avaient été épouvantablement défaits et que cette fois sur leur territoire ils en avaient souffert terriblement. Les deux pays étaient mieux, me semble-t-il, disposés à s'entendre. Et le rêve de ceux qui avaient fondé l'idée de l'Europe, l'idée magnifique de l'Union européenne dans les années 20 sur un rapprochement franco-allemand, et c'est toujours sur un rapprochement franco-allemand qu'on peut construire l'Europe, ce rêve a pu retrouver réalité, trace et force à la fois du côté de Jean Monnet, surmontant les États-nations, et du côté du général de Gaulle, qui lui aussi a marqué, par toutes sortes de gestes symboliques, a marqué qu'il fallait que la France et l'Allemagne se retrouvent. Peut-être, comme l'avait dit Victor Hugo, en rejetant vers l'Est la Russie qui est l'esprit de despotisme, et l'Angleterre, on peut peut-être dire les États-Unis, vers l'Ouest qui est l'esprit de commerce. Je voudrais, pour justement continuer la conversation et faire avancer justement le débat et continuer de raffiner vos propos qui sont déjà tellement, Jean-Noël Jeannet, qu'on écoute, et ce pour lui rendre hommage, Albert Jacquard, qui, vous le savez, donc a tenu chronique sur France Culture de 2001 à 2010, qui était un grand ami également, comme vous, de Stéphane Hessel. Ça s'appelait Le regard d'Albert Jacquard. Et Antoine Beauchamp est allé repérer ce qui, au fond, dans les chroniques d'Albert Jacquard, parlait de la guerre ou de la mort. Et voici ce qu'il a trouvé sur la guerre. C'est un extrait de la chronique d'Albert Jacquard du 28 mars 2002, où il évoque la différence entre ceux qui font la guerre et ceux qui l'observent. Ce qui fait d'une obscure mêlée un événement historique est le talent d'un narrateur qui trouve les mots pour le décrire. La bataille de Valmy serait moins présente dans les manuels d'histoire si Goethe n'avait assisté à l'événement et n'y avait vu, je cite, le commencement d'une nouvelle époque de l'histoire du monde. Mais ce regard lucide est réservé à ceux qui assistent sans réellement participer. Goethe ne s'est pas battu, il a simplement regardé. Et finalement, les véritables acteurs sont décrits après coup en célébrant leurs fameuses vertus guerrières, et le courage, et le mépris de la mort, et l'héroïsme.
Mais ce sont des mots et des sentiments qui n'avaient en vérité guère de sens au moment de l'action. Ceux qui en étaient ne se souviennent que d'avoir obéi, d'avoir attendu, d'avoir grelotté et d'avoir appris finalement que leur camp avait perdu ou qu'il avait gagné. Ceux qui l'ont faite, la guerre, l'ont subie. Les guerres, comme la plupart des événements, sont en fait réalisés par ceux qui les racontent. Eh bien, dans le monde d'aujourd'hui, notre appréhension d'une guerre n'est plus dictée par quelques phrases d'un écrivain, mais par quelques images d'un photographe. Le sens de la révolte de la place Tiananmen à Pékin est tout entier exprimé par le cliché que chacun a vu, où un étudiant, seul, au milieu du boulevard, est face à une file de chars. Nous comprenons aussitôt, en voyant cette image, que le droit ne peut être du côté de la force. Non, le droit n'est jamais du côté de la force. Voilà, Albert Jacquard, en 2002. Oui, j'ai un souvenir d'avoir rencontré une seule fois Albert Jacquard. Nous étions amusés d'avoir reçu tous les deux le prix Lysenko, qui était un prix d'une officine d'extrême droite en direction de ceux qui pensaient maquiller la vérité. C'était au moment où j'avais présidé la mission du bicentenaire, et lui-même, comme républicain, homme de mouvement, homme de gauche, avait été, je crois, assez joyeux de cette fausse stigmatisation partagée. Parce que moi, que le droit soit du côté de la force, je trouve que c'est plutôt souhaitable. Et par exemple, je pense au procès des criminels hitlériens, qui effectivement, à l'époque, le droit était du côté de la force, et ça me paraissait une bonne chose. Mais je voudrais revenir au débat sur la commémoration, ou plutôt la célébration, ou l'un ou l'autre. Parce que ce débat, il existe dans tous les pays européens en ce moment. Par exemple, en Grande-Bretagne, l'historien Richard Evans l'a lancé dans The Guardian en juillet dernier. Il écrit que les hommes enrôlés en 14 aient cru combattre pour la civilisation, un monde meilleur dans une guerre qui mettrait fin à la guerre, c'est possible, mais ils avaient tort. Et de conclure évidemment qu'il faut éviter non seulement de célébrer cette guerre, mais surtout la soi-disant victoire des Alliés, parce que pour lui c'est un mythe mortifère. Ça m'amène un petit peu à l'actualité que vous avez un tout petit peu abordée déjà dans cette première partie, c'est l'idée de guerre juste. Il est clair qu'en 14, pour les Alliés en particulier, cette guerre est juste dans la tradition de la théologie chrétienne depuis 15 siècles, à savoir il y a proportionnalité de la riposte, il y a agression préalable, il y a autorité légitime du pouvoir, qui est un des critères, et il y a une juste cause. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se retrouver, ça repose la question du droit et de la force d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que nos contemporains acceptent encore l'idée qu'il y a des guerres justes? Je pense bien entendu à la Syrie, vous l'avez compris. Oui. Jean-Noël Jeannet. Oui, on voit bien la difficulté de manier cette notion de guerre juste. D'ailleurs, pendant la guerre de 14-18, le pape Benoît XV avait essayé de brandir cette idée, mais avec très peu de succès, puisque dans chacun des camps, on l'accusait d'être complice de l'autre. Ce qui me paraît particulièrement intéressant dans votre propos, c'est que vous reposez la question des relations, en somme, entre la morale, au sens le plus large, et la réelle politique. Et là, peut-être, Marc Voinchet, me permettrez-vous une dernière concordance des temps avec un tout autre moment, c'est 1876. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que l'Empire turc a envoyé des troupes irrégulières en Bulgarie, où il y avait une révolte pour l'indépendance, et notamment des Bachibouzouk, aucun rapport avec le capitaine Haddock. Les Bachibouzouk étaient des gens épouvantables, et l'Angleterre, considérant ces horreurs, s'est profondément divisée entre deux attitudes. Gladstone, qui était dans l'opposition, a dit à un moment donné, pour une démocratie fondée sur un certain nombre de valeurs, il n'est pas possible d'accepter une chose aussi horrible. Et ce sont les gaz de combat, aujourd'hui évidemment, du dictateur syrien. Et en face, le Premier ministre, qui était Benjamin Disraeli, a expliqué, mais non, c'est absurde. Toute réalité de la diplomatie anglaise oblige évidemment de ne pas intervenir. Et comme Claude Chesson l'a dit autrefois à propos d'un autre événement en Pologne, naturellement, nous n'allons rien faire. Et Disraeli, donc, a refusé d'aller dans le sens que Gladstone souhaitait, Gladstone qui a parcouru l'Angleterre en disant il faut absolument intervenir, c'est intolérable. Disraeli a dit écoutez, on va faire une commission pour aller sur place, essayer de savoir ce que vraiment les Turcs ont fait de méchants aux Bulgares.
la réponse. Daniel Salnave. Oui, vous évoquez, Jean-Noël Jeannet, avec justesse l'idée qu'il faut qu'à la fois l'école, la presse, la télévision prennent en charge quelque chose de la transmission de cette leçon. Moi, je voudrais évoquer quelqu'un pour qui la guerre de 14-18 a été le point de départ d'une réflexion vraiment passionnante. Et ça ne se passe pas en France, ça se passe en Europe et en Europe centrale. Il s'agit du philosophe tchèque Jan Patočka. Et dans les essais hérétiques sur l'histoire, Patočka revient sur ce qu'il appelle l'expérience du front. Il s'inspire des réflexions de Teilhard de Chardin ou de Jünger. Le front, c'est deux choses. C'est à la fois l'expérience du sacrifice et l'expérience de la solidarité qui lui permettra de formuler ensuite ce qu'il appelle la solidarité des ébranlés, qui l'aidera d'ailleurs à constituer une résistance contre le régime à l'époque de l'Europe de l'Est. Et il dit ce sacrifice et cette solidarité s'enfoncent dans quelque chose qui est témoigner, dont le témoignage est, par exemple, les moments de fraternisation, les moments où de part et d'autre d'un clivage ultra-violent, où la mort est à tout moment, il y a quelque chose qui réunit dans cette solidarité cet esprit de sacrifice. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut transmettre, ne serait-ce que pour transmettre aussi la leçon qu'on en a tirée en Europe de l'Est dans les années 60-70. Qu'en pensez-vous, Jean-Noël Jeannet ? Je pense que de façon indissociable, l'expérience de la guerre peut nourrir l'expérience de la paix. Et qu'une commémoration de ce type n'a de sens que de cette manière-là, avec en particulier, c'est pourquoi j'y insiste beaucoup, avec en particulier une réflexion sur cette construction européenne qui doit être un des moyens, précisément, d'empêcher que de façon absurde, les peuples de notre vieux continent se jettent les uns contre les autres, avec ses conséquences dramatiques, avec ces morts, non seulement les morts qu'on dénombre, mais tous les blessés, toutes les familles qui ont été touchées. Donc, si tu veux la paix, raconte la guerre. Mais la notion de sacrifice, elle est mal vue aujourd'hui, elle est incompréhensible, non ? Vous trouvez ? C'est vous qui le dites ? Moi, je ne le pense pas, mais j'ai l'impression, autour de moi, qu'elle est difficile à faire passer. Je pense qu'un des intérêts de la commémoration peut être précisément de faire réfléchir à ce qu'a signifié le patriotisme de la France. J'y insiste beaucoup parce que... Voilà, et vous insistez sur le fait, je voulais vous entendre là-dessus, ça tombe très bien, mais voilà, vous insistez sur le fait qu'il ne faut pas confondre nationalisme et patriotisme, justement. Oui, il me semble que... En cette période où le nationalisme remonte, vous évoquez, vous, ce qu'était le patriotisme des Français, qu'il ne faut pas confondre avec le nationalisme. Je crois même que c'est un binôme fondamental et que la meilleure protection contre le nationalisme agressif, nourri de stéréotypes sur les autres, persuadé que l'on peut et que l'on doit aller lui arracher éventuellement des territoires, le nationalisme trouve dans le patriotisme le plus efficace des adversaires. Le patriotisme, c'est un très beau mot que je n'ai pas envie de jeter à la rivière. Cela veut dire la conscience qu'on appartient, pour des raisons historiques, à une communauté, qu'on a un vouloir vivre ensemble, que du même coup, on est porteur d'un certain nombre de valeurs. Et je pense en particulier que ce n'est pas du tout contradictoire avec la construction de l'Union européenne. Et il me semble par conséquent qu'un des avantages d'expliquer à la jeunesse de France ce qu'a été cette grande guerre à l'occasion de la commémoration, c'est précisément de réfléchir à cela en liaison avec l'aventure européenne, en liaison avec aussi une réflexion sur la place de l'armée, c'est tellement actuel, de l'armée dans la nation. Et donc c'est vous déplorez que les Français n'aiment pas les militaires. Attendez Daniel, sur l'armée. Oui, c'est sortir de la désastreuse réflexion sur l'identité nationale conjuguée au mot d'immigration, comme vous le faites remarquer dans votre livre. Il faut sortir de cette réflexion-là pour l'orienter tout à fait autrement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un obstacle quand même entre le débat qui s'est établi entre d'un côté le roman national et de l'autre côté le tribunal rétrospectif? Est-ce que l'enseignement de l'histoire n'est pas difficile, trouver sa place entre cela, la critique du roman national qui est que je ne partage pas du tout, mais qui est à l'œuvre depuis longtemps, et d'autre part l'histoire devenue au fond une espèce de tribunal rétrospectif où on ne l'enseigne que pour un certain nombre de points sur lesquels on s'érige en moderne juge d'hier? Avec de l'anachronisme, évidemment. C'est la question de l'accent qu'on mettra plus ou moins fortement sur les victimes, les fusillés, les mutins de la guerre de 14-18. Bien sûr, à cet égard, il y a toute une réflexion à faire sur l'histoire à l'école qui dépasse la commémoration, qui mériterait en soi une émission. Il est vrai que ce roman national, comme vous dites après d'autres, c'est le petit Lavis, c'est-à-dire une construction du passé entièrement téléologique, construite comme si tout allait vers le moment équilibré de la France de 1914. Enfant, il faut aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que l'histoire l'a faite grande. C'est ce qu'on lit en première page des manuels du Petit Lavis. Je ne pense pas qu'il faille revenir au Petit Lavis, même si on le réédite ces jours-ci.
je pense que cette vision-là est une vision qui n'est pas propre à ouvrir les esprits sur la complexité du monde. En revanche, je ne vois pas pourquoi on renoncerait à expliquer particulièrement ce qu'a été l'histoire dans sa complexité du peuple auquel on appartient. Et au fond, cela conduit à une réflexion sur les manuels scolaires. On a beaucoup réfléchi aux manuels scolaires depuis les années 20, quand Jules Isaac avait essayé avec les Allemands, puis ça a été écrasé par Hitler, de changer les manuels. À mon avis, il ne faut pas faire des manuels qui soient des manuels européens, où la grisaille risque de l'emporter. Il faut que chaque peuple continue à avoir son manuel, mais un manuel où on érode les angles aigus de l'incompréhension des autres, où on confronte par conséquent les manuels des différents côtés. C'est pour moi, peut-être suis-je à cet égard un peu juste milieu, c'est pour moi la façon de concilier une fidélité à la patrie à laquelle on appartient et une ouverture au reste du monde qui seule permettra, en définitive, que l'aventure européenne soit efficace et qui seule permettra un certain équilibre du monde en luttant contre les forces obscures qui sont toujours au travail, que ce soit les idéologies fermées ou que ce soit les religions dévoyées en cléricalisme. Alors, est-ce que vous attendez justement que l'école fasse le travail qu'elle doit faire, selon vous? Est-ce qu'elle le fait bien en matière d'enseignement de l'histoire? On a vu justement, c'était en avril dernier, un article dans Le Monde d'il y a un mois, des professeurs, 5 syndicats, aux tendances très diverses d'histoire de 3e et de terminale, ont lancé une pétition pour dénoncer un survol indigeste des thèmes qui s'enchaînent à un rythme effréné et regretter ainsi que l'on coupe notamment, enfin ce grosse coupe, notamment pour le programme d'histoire, la première partie sur le XXe siècle qui correspond à 15% du temps devient une introduction réduite à 5% du temps. Je vous cite l'article: l'évolution du capitalisme, du système de production disparaîtrait pour laisser plus de place aux guerres mondiales et aux régimes totalitaires, et la construction européenne s'intégrerait dans un chapitre plus large sur la géopolitique du monde actuel. Oui, il y a aussi un numéro récent très intéressant du débat de Pierre Nora et Marcel Gauchet. Il y a très longtemps que je n'ai pas enseigné l'histoire à des jeunes enfants. Je pense que c'est très difficile, mais je pense qu'on se posera toujours la question de l'équilibre entre le chronologique et le thématique. Il faut à la fois raconter... Et le roman national. Parce que les enchaînements sont indispensables à connaître pour comprendre la manière dont les choses se sont passées, et en même temps, à chaque moment, faire réfléchir à la manière dont les grandes incertitudes, les grandes problématiques sont au travail de notre histoire collective. Parce que même s'il y a des cours d'instruction civique, l'histoire demeure finalement la meilleure et la première instruction civique. Alors, il y a un équilibre à trouver. Déjà, au temps de Fernand Braudel, on avait beaucoup été vers le thématique. Ma tendance est de penser que plus les enfants sont jeunes, plus il faut raconter des histoires, c'est vrai, raconter des histoires, et surtout, peut-être, rappeler le chronologique. Parce que si on va d'abord aux thématiques, on arrive à des inconvénients. On parlera du totalitarisme avant de parler de l'arrivée de Hitler au pouvoir. Je n'ai pas regardé les choses de près, j'ai écouté les débats. Il me semble qu'il faut rester dans le chronologique et à chaque moment de cette histoire racontée, s'efforcer d'ouvrir vers les grandes questions que peuvent poser les temps successifs dont on a à rendre compte. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des programmes, si j'ose dire, communs d'enseignement de l'histoire dans la communauté européenne, justement? Parce qu'il y a des chiffres assez impressionnants tout de même. Il y a un sondage de l'Institut Forsa de janvier 2012 pour le magazine allemand Stern qui met en lumière une drôle de réalité. 1/5 des jeunes Allemands interrogés, 21%, ignorent qu'Auschwitz fut un camp d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a une grande différence dans les programmes, me dit-on, d'un land à l'autre, parmi les landers qui chacun définissent leur programme. Alors c'est vrai qu'il risque d'y avoir s'il y a des pudeurs collectives qui sont insupportables, en voilà une, bien sûr, ce serait absurde. Mais vous savez, nous sommes battus à l'époque de Nicolas Sarkozy, vous vous rappelez, c'était le précédent président, nous sommes battus pour que on ne supprime pas l'histoire en terminale scientifique. Persuadés que nous étions, je dis nous, les historiens et d'autres, persuadés que nous étions que les futurs ingénieurs, ceux qui joueront un rôle important dans l'économie, ont besoin sans cesse, surtout dans cette espèce de mouvement perpétuel de l'accélération de l'économie qui peut hébéter l'intelligence, qui peut égarer la réflexion, indispensable qu'ils aient en arrière
une capacité d'enraciner leur réflexion et de comprendre, en somme, ce que notre vocation est d'abord d'enseigner. C'est que chaque conjoncture est faite, certes, de la linéarité de la surface, mais aussi de la présence de rythmes plus lents, décennaux, de générations, et parfois de la lenteur presque immobile des mentalités. Et de même qu'il ne fallait pas réunir en un seul et même jour la commémoration de toutes les guerres, de toutes les horreurs, de tous les totalitarismes. Ça paraît pas évident. mélanger 14, 18, 39, 45. Ce serait la plus belle façon d'écraser la chronologie aux dépens d'un minimum de lucidité des citoyens futurs. Brice Couturier. Oui, il ne faut pas oublier qu'il y avait 2 guerres mondiales. Et alors, à ce propos, j'aurais rappelé l'apparition des journaux de guerre de Jünger, que j'ai pas mal cité. J'ai cité le tome 1, 14-18, mais le tome 2, 39-45, est aussi très important. Pourquoi il me semble très important ? Parce qu'il me semble que Jünger a relevé quelque chose dans l'histoire de la conscience morale européenne. Et je voudrais revenir à mes questions de départ. Jünger parle de l'engloutissement d'une civilisation. Il dit ailleurs cette phrase magnifique, le pas de charge disperse au vent comme feuille d'automne toutes les valeurs de ce monde. Et je ne suis pas persuadé, cher Jean-Michel Jeannet, que... Jean Noël, excusez-moi. Sinon, je vous appelle Albert. Excusez-moi. C'est le manque de sommeil. En fin de semaine. Je ne suis pas persuadé que avec Patočka, justement, que cette césure se soit vraiment refermée. Sommes-nous bien sûr que depuis 1945, nous avons réhabilité l'humanisme et le rationalisme européen? Est-ce qu'il n'y a pas des traces de ce nihilisme profond que Patočka, pour reprendre l'allusion que faisait Daniel Salnave tout à l'heure, faisait? Sommes-nous bien certains d'être sortis de là? Encore une fois, l'humanisme européen du XIXe siècle, son libéralisme, son rationalisme, qui faisait la marque de fabrique de ce continent, n'ont-ils pas été définitivement ébranlés par ce qui s'est passé en 14-18, et d'ailleurs tout autant entre 39 et 45, pour reprendre l'allusion à Auschwitz de tout à l'heure? Je crois que cet humanisme a été sûrement ébranlé, fortement ébranlé, et que cela conduit, pour faire bref, à une conséquence qui me paraît s'imposer, c'est qu'on ne peut pas faire confiance au mouvement spontané des forces de la société et de l'économie, comme la plupart des dirigeants occidentaux le croyaient avant 1914, et comme on l'enseignait à l'école libre des sciences politiques. Il faut rejoindre ce que pouvait dire Jean Jaurès ou un Georges Clemenceau, c'est-à-dire, qui à cet égard était prémonitoire, il faut que l'État interviennent. Il faut que la puissance publique, évidemment constituée de façon la plus démocratique possible, vienne réguler la complexité des choses, vienne surplomber le marché, comme disait De Gaulle à Perfit, vienne installer des réglementations, organiser la réalité des choses, d'une part, avec des règles en proprement parler, d'autre part, éventuellement, en intervenant en tant que tel, et de manière rivale avec les forces du marché. Après tout, je suis à France Culture, je suis sûr qu'à France Culture, à son existence, les simples forces du marché ne pourvoiraient pas. C'est vrai qu'on n'a pas de publicité, pas de pause publicitaire. Nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Question d'actualité, que faut-il faire? Que va recommander la commission qui s'occupe du Panthéon, la mission commandée par le président de la République? Est-ce qu'il va falloir monter avec son marteau et son petit burin et rajouter sur le fronton du Panthéon aux grands hommes et aux femmes, grandes femmes, la patrie reconnaissante? Il y a deux oppositions binaires. La position 14-18 d'un côté, 39-44 de l'autre, et puis l'opposition homme-femme. Je commence par la première, si vous voulez bien. Pour ma part, je pense qu'il ne convient pas de mettre des héros de 14-18 au Panthéon, parce que le héros, c'est vraiment, comme l'a écrit Roger Caillois, le combattant anonyme à la face martyrisée, et c'est le soldat inconnu. Donc, laissons-lui représenter sous l'Arc de Triomphe, tous ceux qui ont souffert dans cette guerre. En revanche, évidemment, à l'époque de la Résistance, des comportements individuels ont été essentiels. L'arrivée de Jean Moulin au Panthéon en 1964 a été symbolique. On peut y mettre d'autres. On peut mettre aussi, bien sûr, Pierre Brossolette. Mais il n'est pas question de ça du tout, là. En ce moment, c'est fini pour Pierre Brossolette. Vous savez, c'est fini, hélas, c'est vous qui me l'apprenez. une femme. Ah non, mais on peut y en avoir plusieurs. Vous savez, nous, à un moment de 89, j'avais proposé au président Mitterrand de mettre 3 personnages. C'est l'abbé Grégoire, Gaspard Monge, à la fois mathématicien et ministre de l'Intérieur, prédécesseur remarquable de Manuel Valls, et Condorcet. Toujours pas de femme. Non, attendez, alors deuxième opposition binaire. Eh bien, chercher une femme parmi les combattants de la résistance de 1940, Betty Albrecht, Lucie Aubrac peut-être. Et proposé par Laurent Fabius. Oui, eh bien, il me semble qu'on peut songer aussi à Germaine Tillon. Ce serait... Et puis en montant en arrière, j'hésiterais presque à... Mais non,
je ne dirais pas vraiment, à proposer Louise Michel, grande héroïne de la Commune, grande amie de Georges Clemenceau, qui laisse une trace assez lumineuse dans cette période de notre histoire collective et dans le combat social pour de plus grande générosité. Merci.